Bon dimanche tout le monde, bienvenue dans cette weekly prep du 3 décembre 2023. Écoutez, on amorce d'ailleurs un nouveau mois, le dernier stretch avant la fin de l'année. Cette semaine, on va revenir évidemment sur la semaine dernière, une semaine qui a été relativement difficile encore une fois, qui se voit assez facilement dans les charts. Là. Vous voyez, on a comme un range là, depuis comme 3 semaines, on a un range d'environ 2%, qu'est-ce qui fait en sorte que il faut s'adapter à ce genre de conditions-là. On n'est pas, oui, on est encore dans du directionnel, on a encore des objectifs sur le upside, mais il reste que le fameux pullback, le fameux retracement que je vous mentionnais, douter que ce soit quand même difficile d'avoir, en effet, on n'a pas vraiment eu de retracement qui nous a permis jusqu'à maintenant de nous positionner de façon très très saine sur une continuation up, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à aller plus haut, et c'est ce qui rend un peu ce qui rend les choses un peu plus complexes actuellement. Donc aujourd'hui, on revient sur la semaine dernière rapidement, comme à l'habitude. Par la suite, on va parler un peu de qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine, et peut-être un petit overview aussi là, d'ici la fin de l'année. Donc, pour commencer ça, commençons avec le SP500. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Je vous mentionnais quand même vouloir aimer. En fait, si on avait la possibilité d'avoir un retracement dans ces zones-là, ça aurait vraiment été un sweet spot. Par contre, qu'est-ce qu'on a eu? C'est un range super tight, lundi, mardi. Mercredi, on a eu une certaine impulsion sur le upside, puis une rejection importante. Donc, ça nous a donné quand même du beau price action pour le reste de la semaine, c'est-à-dire mercredi, jeudi, et vendredi, peut-être à l'exception du matin, a quand même été des sessions qui ont été intéressantes, mais qu'est-ce que vous avez à retenir là-dedans, c'est que lorsqu'on est dans un range, il faut être plus prudent. Et lundi, mardi était vraiment un price action là, très, très, très difficile à transiger. Beaucoup de chop, pas de direction. Donc, on a attendu d'avoir une indice d'un côté comme de l'autre. Et finalement, la rejection nous a donné un très, très beau move down pour ensuite le reclaim la totalité là, durant la session de vendredi spécifiquement. Donc, ça ressemble à ça pour le SP500, honnêtement. Le target qu'on avait sur le upside, le first target qu'on avait sur le upside la semaine dernière a été atteint. Initialement, comme vraiment brisé légèrement, qu'est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce que je mentionnais, c'est qu'on risque de retourner, donc c'est ce qu'on a fait le vendredi. Donc c'est quand même, c'est pas nécessairement laid, Bigger Pictures, on sait où est-ce qu'on s'en va, ça ride vers où est-ce qu'on anticipe, c'est juste que la façon de s'y rendre actuellement est un peu complexe, étant donné qu'on n'a pas jamais pris le temps de respirer. Du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Vous voyez par contre une certaine divergence que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu. Donc, vous voyez, tantôt, IS a fermé la semaine vers des New High of the Weeks, alors que Nasdaq, lui, a comme refermé en plein milieu de son range. Ça a été, initialement, était quand même assez fort. On l'a vu breaker out mercredi avant de voir une rejection et une très, très belle rundown. Honnêtement, le Nasdaq, c'est encore lui qui a eu notre focus la semaine dernière. Évidemment, tout le temps en confluence avec IS. C'est bien important de travailler avec le market backing. Sauf qu'il y a eu des opportunités vraiment intéressantes sur le downside. N'a pas été capable quand même de visiter la zone qu'on avait un certain intérêt de voir un pullback un peu plus sain. Et quand même une grosse divergence vendredi, là, très, très faible versus IS et même le Dow. Donc, on n'a pas nécessairement atteint l'objectif qu'on avait sur le upside, on n'a pas nécessairement atteint l'objectif, la zone d'intérêt qu'on avait sur le downside. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rangé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été capable de le trader. C'est juste que ça demande un petit peu plus de patience, un petit peu plus de précision. La semaine dernière, d'ailleurs, dans ces conditions-là, puis je vous invite à faire la même chose, lorsque vos objectifs sont atteints, lorsque vous avez fait qu'est-ce que vous avez à apprendre, vous avez pris qu'est-ce que vous aviez à apprendre dans le marché, c'est pas une période de l'année où ce que vous voulez forcer les choses. En fait, on veut jamais rien forcer, là, mais je vous dirais que spécifiquement en décembre, dans ce genre d'année-là, dans ce genre de run-up-là qu'on a vers la fin de l'année, lorsque vous avez la chance de dire, écoutez, là, aujourd'hui, je prends ça off, faites-le. C'est vraiment, vous le savez, ceux qui travaillent avec moi depuis les tout débuts, en fait, une des phrases que je répète souvent, c'est less is more. Donc, moins pour plus. C'est-à-dire, on peut l'appliquer partout. Moins de trade, plus de qualité, moins souvent dans le marché, plus de succès. Généralement, c'est ce genre de choses-là qui fonctionnent bien et la semaine dernière, c'était un bel exemple. Personnellement, on a terminé novembre, un des meilleurs mois de l'année côté performance de mon côté, d'un point de vue personnel. Vendredi, j'ai décidé de prendre ça off. Il n'y avait pas de raison pour moi d'aimer quoi que ce soit. On venait de liquider quand même des zones importantes sur le upside. On avait ridé le move down.
Vendredi, en plus, on avait G-Pow qui parlait, puis si vous regardez la session, là, ça a été une catastrophe jusqu'à comme 11 heures. À 11 heures, oui, ça a été transigeable, mais personnellement, le vendredi à 11 heures, c'est très rare que je suis encore dans le marché. Donc, j'ai à ce moment-là juste décidé de prendre la journée off complètement. Si on regarde un peu du côté du dollar US, il a quand même été un petit peu plus clean cette semaine. Là. La semaine passée, on mentionnait on avait un peu plus rangé. Cette semaine, l'objectif short sur le dollar US a quand même été atteint. Ici, on a take out le low. Par la suite, réaction intéressante sur pour le moment, c'est simplement un rallye. On discutera ensemble un peu plus tantôt. Mais un point qui est à retenir ici, là, puis je ne vais pas faire trop de bout de chemin là-dessus. Mais si vous regardez comme mercredi, jeudi, on avait le dollar US qui était très, très strong, alors que les indices initialement étaient eux aussi strong. Donc on avait dollar up, indice up, puis on peut même aller plus loin avec le VIX qui commençait à démontrer certains supports. Donc c'est un peu la raison, une des raisons du moins pour lesquelles on était capable d'anticiper le renversement qu'on a eu comme mercredi là, en fin d'avant-midi. Ce genre de choses-là peut durer quand même longtemps, mais lorsque ça l'arrive, c'est juste un petit red flag de dire, bon, soyez prudents, il y a quelque chose qui lag à quelque part. Donc le dollar US a quand même bien bougé cette semaine. Et ça m'amène à vous parler du VIX. Je sais qu'en daily comme ça peut sembler un peu contradictoire qu'est-ce que je vous dis. Sauf que si vous regardez tantôt, qu'est-ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait un higher high sur IS. On a fait des higher high. En fait, on a fermé la semaine sur les sommets au point le plus haut de la semaine. Puis si vous regardez le VIX, on a fait des higher low. Donc techniquement, comprenez-moi bien, là, c'est pas comme c'est pas le genre de choses qui dit OK, on commence à shorter le marché, c'est pas ça que je vous dis. Sauf que le fait que le VIX commence à trouver quand même un certain support, et c'est pas nécessairement un support technique, là, comprenez-moi bien, c'est tout l'environnement, le positionnement qui se met en place tranquillement, mais volatilité up, indice up, c'est le genre de choses que vous voulez voir pour éventuellement un scénario de blow-off top, que tu sais, je vous ai introduit depuis comme une semaine ou deux, où je vous dis, bon, on pourrait encore rider, amorcer une run vers la fin de l'année, vers peut-être même, on parle peut-être du all-time high du côté de Nasdaq. Je ne sais pas à quel point que SP500 peut s'y rendre, mais avoir la façon avec laquelle il accélère là, cette semaine, la semaine dernière, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Et si vous voulez voir une potentielle fenêtre de faiblesse importante après la fin de l'année, c'est-à-dire peut-être janvier, ben c'est le genre de choses que vous voulez voir. Vous voulez voir un dollar qui commence à trouver un certain support, même si les indices continuent à monter. Vous voulez voir la volatilité qui commence à sideways/up, alors que les indices sont up aussi. Donc, ce genre de choses-là, ce genre de... Ça a un potentiel, vraiment, c'est ce que vous voulez voir, en fait, pour une fenêtre potentielle de faiblesse qui pourrait se pointer la face, là, après, en fait, à la fin de l'année ou après la fin de l'année. Donc, voilà pour le petit retour sur la semaine. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Ben, c'est un Non-Farm Payroll Weeks. Donc, vendredi, on a le Non-Farm Payroll. Vous le savez, ce genre de semaine-là, personnellement, des 3 événements là, majeurs, on parle de CPI, FOMC, Non-Farm Payroll, c'est probablement mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il est le vendredi. Donc, on le sait, ce genre d'événement-là, la journée précédente ou même la semaine en entier, a souvent un impact. Ben, la nouvelle a un impact sur la semaine et non juste la journée. Donc, le fait que ce soit le vendredi, autre que comme le CPI, c'est le mardi, souvent le FOMC, c'est le mercredi, ben, c'est comme, qu'est-ce qui est en plein milieu, ça rend la semaine plus complexe. Le fait que ça soit vendredi pourrait nous donner un beau début de semaine, peut-être jeudi être un peu plus prudent, puis par la suite vendredi après le non-farm payroll, c'est quand même quelque chose qui se transige, donc on verra. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a? On n'a pratiquement rien lundi, en fait, pas juste pratiquement, là, on n'a rien qui a vraiment de l'intérêt lundi matin. Mardi, on a les ISM PMI, donc quand même intéressant autour de 9h45, 10h, des nouvelles qui pourraient brasser un peu. GOLTS, Job Opening aussi, qui est tout le temps le mardi lorsqu'on a un non-farm payroll le vendredi. Mercredi par la suite, ADP Non-Farm Employment Change. Quelque chose qui pourrait aussi propulser le marché là, up ou down, donner un mouvement, du moins initier un mouvement. Autour de 8h15, quelques nouvelles à 8h30, mais rien de très critique. Juste pour quand même là, notre intérêt personnel, Bank of Canada Rate Statement. Donc on va voir si techniquement la Banque du Canada devrait rester flat sur cette annonce-là. Par la suite, ça nous amène à jeudi, jobless claim habituel, pas vraiment d'autres nouvelles là-dessus. Comme je vous dis, là, jeudi, autant que normalement j'aime les jeudis, que cette semaine, c'est peut-être une journée que je voudrais éviter. Pourquoi? Parce que vendredi, on a le fameux non-farm payroll qui est très très important, on le sait avec les conditions actuelles.
On commence à parler d'un pivot de la Fed, du moins une pause de la Fed et même des coupures en 2024. Donc, c'est le genre d'événement qui peut vraiment, vraiment là, comme causer une certaine spéculation sur les choses qui ont déjà été avancées. Donc, sérieusement, vendredi devrait brasser pas mal. On a d'autres nouvelles à 10 heures. Donc, honnêtement, vendredi matin, là, après le non-farm payroll, on pourra avoir une opportunité et par la suite, autour de 10 heures, sur les nouvelles de Consumer Expectation, Consumer Sentiment. Si on regarde un petit coup d'œil du côté des earnings, la saison tire à sa fin, là, Nio, pour ceux qui transigent ça, un titre qu'on touche à l'occasion. Sinon, GameStop, pour ceux qui sont restés jamais en 2021. Sinon, c'est pas mal ça. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder cette semaine. Maintenant, si on regarde du côté technique pour les indices, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Écoutez, comme j'ai mentionné, là, le fait qu'on soit en fin d'année avec le quad OPEX, l'OPEX de décembre, etc., la réaction qu'on a déjà eue, je vois pas comment on peut pas continuer à monter à moins d'avoir une certaine événement. Je le répète encore une fois, je sais que vous êtes peut-être tanné de me l'entendre dire, mais je dois quand même le répéter parce que c'est la réalité. À partir de là, est-ce que ça veut dire qu'on joue long à tous les jours? Pas nécessairement. Mais ça veut surtout dire que c'est difficile actuellement d'avoir un pullback et on l'a vu encore une fois la semaine dernière. À partir de là, cette zone-là, la même zone que la semaine dernière d'ailleurs, demeure mon main watch. Mais honnêtement, si on avait eu à y aller, à mon humble avis, aurait fallu y aller jeudi, vendredi dernier. C'était l'opportunité, à mon avis, d'avoir un certain retracement plus important. Quelque chose que je vous ai mentionné aussi, c'est que c'est tellement important cette fin d'année-là, pas de volume, la puissance des flows, etc. Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de retourner plus bas et que ça rend les choses compliquées parce que notre système est basé sur cette précision-là, mais en ce moment, la liquidité est tellement, le marché est tellement thin et tellement fin qu'on n'a pas besoin d'aller chercher grand-chose pour flotter. T'sais, flotter, je pense que c'est un mot quand même intéressant dans ce cas-là parce que c'est un peu, c'est cette image-là que vous devez avoir des marchés là, jusqu'à l'OPEX et c'est ce qu'on voit. Le marché est supporté, chaque dip est racheté. On n'a pas besoin d'aller liquider nos lots avant de décoller. Qu'est-ce qui est un marché qui nous fait penser beaucoup, beaucoup à 2020-2021 lorsque la liquidité là, était injectée big time dans les marchés. Donc c'est un peu ce qu'on voit actuellement. Donc, tu sais, c'est dommage, mais je suis pas en train de vous dire d'acheter prendre des positions où ce que votre risk reward fait pas de sens, parce qu'à ces niveaux-là, c'est moyen. Mais je veux juste vous dire que si vous attendez certaines entrées plus bas, vous risquez probablement de jamais réussir à l'obtenir, mais c'est pas la fin du monde. J'aime mieux manquer une entrée que de chasser une entrée, et ça c'est très important. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je focus beaucoup sur le day trading récemment. Même si on monte bien, je vois pas vraiment d'entrée optimale. Là. Du moins sur les indices, on va arriver tantôt avec les stocks, quand même des setups qui m'intéressent. Donc voilà, si on regarde du côté technique, qu'est-ce qu'on aime? Ben honnêtement, First Target va être là, autour du high de vendredi dernier, un genre de double top qui va avoir mon intérêt. Par la suite, vous voyez ce gap-là et le niveau 46, 34 et 50. Autant que ça peut avoir l'air random comme ça, si vous regardez, bien important, là, lorsqu'on joue avec du vieux price action, regardez avec les contrats non ajustés ou les contrats ajustés. Vous voyez que c'est le 52 week high. Autant qu'on peut avoir l'air loin que la réalité, c'est celle-là ici. Donc le 52 week high sur IS, on est juste à même pas 1%. Donc honnêtement, c'est mon target cette semaine. Je m'attends à ce qu'on ride là-dedans. À partir de là, si jamais on va down first, je vais quand même aimer le upside pour le reste de la semaine. À l'inverse, si on va up first, on verra, mais je veux dire, je vais trader jusque-là et par la suite, je vais tomber en mode observation pour voir, OK, est-ce qu'on peut holder et rider encore plus haut? Qu'est-ce que ça serait probablement le scénario le plus envisageable, ou est-ce qu'on trouve une certaine rejection? Cette rejection-là, c'est pas une position short que je vais mettre là, la totale là-dessus, mais ça peut quand même offrir des opportunités intraday de shorter un certain retracement de quelques points. Donc, c'est ce que je vais surveiller. Par la suite, si on réussit à prendre l'expansion, ben écoutez, il y a de la place, là, honnêtement, 46,87, 47,38. Ces niveaux-là sont importants. Par contre, il ne faut pas oublier que 4600, 4700 vont être des strikes très critiques pour l'OPEX. Donc, ça va être difficile de passer over ces niveaux-là. Et si on est capable de le faire, attendez-vous potentiellement à une direction qui se met à causer un genre de squeeze, qui n'est pas réellement un squeeze, c'est juste que les market makers vont devoir re-hedger leur position, leur book, et ça risque de causer le genre de price action qu'on a vu là dans le passé. Donc, c'est ce que je vais surveiller du côté du SP500. Si on regarde du côté du Nasdaq, comme je l'ai mentionné un petit peu plus
plus faible, qu'est-ce qui est quand même sensiblement normal, parce que si vous regardez, on est déjà over le 52-week high sur Nasdaq, alors que IS ne l'est toujours pas. Donc, cette consolidation-là fait du sens ici et continue à me faire aimer quand même le upside. À l'inverse, si jamais on a des journées un peu plus de consolidation slash down sur les indices, ben à ce moment-là, le Nasdaq devient peut-être notre focus pour cette journée-là. Mais on va surveiller vraiment là, la façon avec laquelle on quitte cette consolidation-là. Swing high, si vous regardez la chart en 4 heures, autour de 16 100. À mon avis, si on take out 16 100 et qu'on hold over, le high de la semaine et un petit peu plus haut deviennent des targets très très intéressants. Et vous voyez 16 770 qui est le all-time high. Si vous enlevez les contrats ajustés, vous voyez ici notre all-time high. On est à moins de 5% de ces highs-là, donc c'est honnêtement réaliste de penser qu'on peut s'y rendre au cours des 2-3 prochaines semaines. À partir de là, le temps des fêtes arrive, il n'y aura plus de volume. Je dirais que cette semaine, ça pourrait être peut-être la dernière semaine où ça brasse un peu plus. Par la suite, je m'attends vraiment à pas grand-chose. Le plus on va approcher du temps des fêtes, moins il va y avoir de volume. On l'a déjà vu, là, mais ça va être pas mal plus mollo de ce côté-là. Donc, ça ressemble à ça du côté du Nasdaq. Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce qui pourrait se passer autour du dollar US, bien important, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je veux attirer votre attention là, sur quand même le retracement qu'on a. On a take out un objectif, un rebond, simplement un rebond technique qui fait du sens, mais si on va voir avec l'euro, en fait, quelque chose qu'on regarde aussi pour comparer les deux, vous allez vous rendre compte que, techniquement, ces deux titres-là, ces deux paires-là sont inverses. Donc, le dollar US, exemple, baisse, l'euro devrait monter, sensiblement sur le même graphique. Qu'est-ce qu'on peut regarder à l'occasion? C'est si on trouve une certaine divergence. Vous voyez ici, là, du côté de l'euro, on a formé un double bottom sur le void en daily. Le void qui date du 14 novembre. Si vous regardez le void créé sur le 14 novembre, c'est ici. Vous voyez comment on est loin du côté du dollar US versus ce qu'on est exactement dessus du côté de l'euro. Donc, qu'est-ce que ça me dit personnellement ici? C'est que si j'aimerais voir un certain move down, un lower low sur l'euro, qu'est-ce qui pourrait peut-être causer un certain rebond sur le dollar US, mais rien de très critique. Qu'est-ce que je voudrais voir par contre, c'est une grosse réaction sur l'euro pour le propulser plus haut. Qu'est-ce qui causerait et qui accélérerait le dollar US vers quoi? Vers les objectifs qu'on a en tête, qui sont le prochain gros target là, plus important, peut-être même d'ici la fin de l'année, ça pourrait aussi arriver en comme 2 jours, c'est pas très loin. Mais je m'attends à ce que ces lots-là soient liquidés de façon assez rapide. Donc, le fait là qu'on a un offset du côté euro versus dollar US fait en sorte que j'aime vraiment le downside, encore une fois, sur le dollar US. J'ai pas de raison d'aimer quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison d'être bullish sur le dollar US pour le moment. Je vous dis pas que plus loin, selon la réaction, on peut pas voir de quoi. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison d'aimer le upside sur le dollar US. Du côté du VIX, j'ai fait un bout de chemin là-dessus tantôt, mais ça demeure la même chose. Honnêtement, il n'y a rien à signaler sur le VIX. En fait, il n'y a pratiquement rien à dire, à l'exception de voir si on se met à spiker encore une fois. Mais tu sais, le dollar up, indice up, puis volatilité up, c'est quelque chose qui peut durer longtemps. Ça peut quand même nous donner des indices pour du day trade, parce que si on a ça, comme des gros offsets à très très court terme, on peut trouver des trades 15 minutes. 30 minutes, 1 heure ou peut-être une partie de la journée qui va reverser. Mais je veux dire, la daily chart demeure quand même pertinente, même si on a vol up. Je les répète encore, mais si on réussit à bâtir un vol up, indice up pendant comme d'ici la fin de l'année, honnêtement, là, ça nous amène à peut-être janvier où ce que là, on a quelque chose de très dangereux qui pourrait se mettre en place après le Quad-Opex, après la fin de l'année. C'est une fenêtre là qui est... je voudrais que c'est la prochaine fenêtre d'opportunité pour shorter. D'ici là, ça veut pas dire qu'on peut pas shorter du day trade ou différents secteurs qui sont super faibles, mais le focus est principalement sur le upside. Petit regard sur les yields, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Vous voyez, on a accéléré down, donc on n'a pas supporté. C'est quelque chose qui donne un autre petit edge sur le marché, qui soutient le marché et qui fait en sorte qu'on est en train de flotter encore une fois. Donc quand même intéressant. Honnêtement, je vois pas grand support là, à moins de peut-être revenir tester comme ce range-là ici. Donc, on a encore peut-être de la place. Et avec ce que la Fed dit, évidemment, là, c'est quelque chose qui ajoute un peu de faiblesse sur les yields. Ça ressemblera à ça pour les indices. Maintenant, si on regarde rapidement qu'est-ce que les stocks pourraient nous réserver cette semaine,
Parce que même si je vous dis depuis déjà un bon bout de temps que je n'aime pas grand-chose sur les stocks, le fait que le Nasdaq a été plus faible cette semaine, et bien évidemment, un va pas sans l'autre, là, fait en sorte qu'il y a plusieurs big tech qui nous intéressent sur une base régulière, qui ont quand même des charts intéressantes, qui ont certains pullbacks intéressants versus, mettons, le SP500 que je vous dis, ben, je pense pas qu'on va avoir le retracement qu'on voudrait pour une entrée. Si on regarde du côté de Tesla, et que j'aime la run vers 2,50, faiblesse quand même sur la rejection, pas la fin du monde honnêtement, j'aimerais peut-être qu'on aille un petit peu plus bas si on a la chance. Je voudrais le voir tenir 2,24, 2,20 au gros maximum, mais si on peut avoir de la faiblesse en début de semaine et qu'on réagit bien, honnêtement, j'aime beaucoup le potentiel sur Tesla pour un autre leg up vers les 2-3 prochaines semaines. Donc surveillez ça. Si jamais on n'a pas de dip first, qu'est-ce que vous voulez voir, c'est qu'on veut le voir breaker over 2,42, 2,40, holder cette zone-là et accélérer. Par la suite, aller chercher le high qui était printé cette semaine. Voilà pour Tesla. Maintenant, un autre site qu'il y a la semaine passée. En fait, ça fait quoi? Ça fait presque un mois que je vous parle d'AFRM. Je vous parle du setup comme un potentiel monster move. Je sais pas c'est quoi votre définition dans vos livres d'un monster move, mais personnellement, comme 50% en une semaine et demie, je trouve que c'est pas mal une belle définition pour un monster move. À partir de là, j'aime encore le upside, by the way. Je pense qu'on peut se rendre jusqu'à 40. Évidemment, là, il faut pas se mettre à chasser ça. J'aimerais avoir un certain retracement. Qu'est-ce que j'aimerais, c'est potentiellement voir cette zone-là être retestée. Mais ce genre de titre-là, écoutez, là, c'est pas compliqué. Zoomez out un peu. Vous allez vous rendre compte que ce genre de move-là, si vous attendez des pullbacks parfaits, je pense pas que ça va être possible. Est-ce que ça veut dire de chasser ces niveaux-là? Absolument pas. Mais ça veut dire justement que lorsqu'on comprend le potentiel dans ce genre de setup-là, c'est là-dedans que c'est relativement low risk. Là-dedans, c'est très high risk. Est-ce que ça veut dire que ça ne se trade pas? C'est pas ça que je vous dis. Mais vous pouvez voir un retracement comme de 25% et le reprendre le lendemain dans ce genre de titre-là. Donc, soyez-en conscients, soyez-en en conséquence, mais c'est quand même un setup là, qui est difficile de passer par-dessus. Surtout qu'on l'a call out d'avance, là, vous avez juste à regarder les anciennes weekly prep. Roku, sensiblement la même chose, on en a commencé à en parler ici autour du 10 novembre, donc ça fait un mois, on parle d'un move d'environ 40% là-dessus. On a take out le first target, à partir de là, il y a beaucoup de place de son côté lui aussi. J'aime le retracement, si on peut holder là-dedans, honnêtement, c'est relativement clean pour un autre leg up, et on ferait juste retester le chiffre psychologique important qui est le chiffre 100. Par la suite, on a quand même des beaux targets autour de 130, 135 qui pourraient être quand même atteints de façon assez rapide. Si on reste dans le même secteur, du côté de Netflix, je vous dirais que j'aime peut-être encore plus Netflix, évidemment un peu moins volatile, mais vous voyez le retracement, la résistance qu'on a trouvée sur le high ici, personnellement, là, je vais vraiment surveiller cette zone-là ici pour trouver un dip et une continuation sur le upside. Personnellement, je trouve que c'est un méchant beau dip. On pourrait peut-être trouver un certain support, peut-être même offrir un fake down avant de décoller, mais quelque chose du genre, si c'est disponible, assurément que je suis preneur là-dessus. On finit avec un titre que j'aime bien là, en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de hate là-dessus. Tout le monde est comme, c'est impossible que ça monte encore. Ben, je suis plutôt d'avis que c'est très possible qu'on voit au moins un autre leg vers 500, 505. Donc, j'aime le dip là-dessus quand je vous dis que c'est la première semaine où j'ai des setups qui ont un peu plus d'intérêt de mon côté sur les large tech. Ben, c'est pour ça, tu sais. J'aime pas chasser des titres, même si le setup est là, même si la continuation est possible, je préfère jouer tout le temps des entrées sur des pullbacks. Et ce pullback-là devient intéressant. Si vous regardez en weekly, vous voyez le void ici qu'on avait parlé la semaine passée. Je vous avais tracé 50% de ce void-là. On a closé exactement dessus. Donc, personnellement, je commence à avoir un intérêt là, sur Nvidia. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a un genre de flag qui break vers le bas. Qu'est-ce que tout le monde fait? C'est qu'ils achètent le breakout et ils vont se faire reverser en pleine face. Donc, c'est ce que j'aimerais voir du côté de Nvidia. En cas de faiblesse, personnellement, il ne m'intéresse pas. Mais si jamais on vient naviguer là-dedans, ben, évidemment, c'est une zone là, avec un sweet spot qui pourrait devenir très intéressant. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Écoutez, pas nécessairement été très long. Il n'y a pas vraiment de raison non plus de passer trop de temps. Là. C'est assez basic. Qu'est-ce qu'on attend cette semaine? C'est tout simplement une certaine continuation. Si jamais on reject des niveaux qu'on a identifiés, ben, on peut se positionner pour
des positions de courte durée sur le short side, mais je ne vois pas comment on peut vraiment reverser au complet à cette période-ci de l'année. Je le répète, si vous ne connaissez pas comment on travaille, vous ne connaissez pas l'importance du marché des options, l'importance des OPEX, quad OPEX, des fins d'année dans des années positives, etc., vous vous dites peut-être c'est ridicule un peu, tu sais, il est en train de baser ses analyses sur un center rally, mais je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai jamais mentionné ce mot-là. Puis le bounce qu'on a actuellement, on en parle depuis les lows. Je vous dis pas qu'on a snappé les lows, je vous dis juste qu'on anticipait ce genre de réaction-là. Soit on breakait hard ou soit on popait hard. Et le fait qu'on n'ait pas été capable de briser down fait en sorte que la volatilité ne se réalise pas, on commence à avoir les market makers qui doivent re-hedger. Tout le monde était positionné sur le short side, donc je vous apprends rien, là, mais c'est ce qui cause ce genre de move-là. Et en décembre, dans un mois positif, ça va devenir excessivement complexe / impossible de voir les indices décrocher à moins de voir un événement. Et cet événement-là, honnêtement, ne devrait pas se pointer avant janvier, à mon humble avis. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. On se voit dans les lives. Venez nous rejoindre sur Discord. 7 jours gratuits avec nous autres. Les promotions sont finies sur le Black Friday. By the way, merci à tous ceux-là qui ont embarqué. Là. Une dizaine de nouvelles personnes qui sont dans les lives, qui ont pris des formations. Donc, c'est vraiment super de voir qu'on continue à grossir et surtout voir qu'on retient ceux-là qui embarquent avec nous. C'est ça qui est peut-être ma plus grande fierté parce que c'est le fun de voir des membres qui sont là depuis day one et qui sont encore là. Puis s'ils sont encore là, il y a une raison qu'ils sont encore là. On commence à avoir de plus en plus de payout aussi provenant des funded accounts. On a vu une explosion incroyable de funded accounts, mais qu'est-ce qui est le fun encore plus, c'est de voir des payouts. Donc c'est une chose d'avoir des funded accounts, mais c'en est une autre de sortir de l'argent de ces comptes-là. Et ça commence de plus en plus à popper. Donc c'est vraiment super. Venez nous rejoindre, c'est gratuit. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine et on se voit demain.